Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ethnographie de la muséologie, selon Raymond Monpetit. Yves Bergeron et Violette Lauget. Du sens et du plaisir. Une muséologie pour les visiteurs retrace le parcours de Raymond Monpetit, muséologue québécois réputé pour sa carrière de professeur, de directeur fondateur de la maîtrise en muséologie, ainsi que de concepteur de musées et d'expositions. En 8 textes cardinaux publiés entre 1983 et 2015, cette anthologie rend compte des apports de Raymond Monpetit à la muséologie selon 5 thèmes directeurs qui traversent sa carrière universitaire. La première partie, intitulée « Le temps de la culture populaire », nous plonge à la source de ses réflexions sur la consommation d'activités culturelles à Montréal au XIXe siècle. Après quoi, les textes des 4 autres parties, le temps des musées, le temps de l'interprétation, le temps de l'exposition et le temps de la prospective, se concentrent sur les grands axes de sa réflexion en muséologie, soit l'évolution démocratique des musées, le virage vers les visiteurs, la mise en exposition et l'offre expérientielle, ainsi que les innovations et tendances en muséologie. En amont de cette sélection, nous avons intégré un texte inédit tiré d'un entretien avec Raymond Monpetit réalisé en 2017 par François Mérès et Yves Bergeron. Raymond Monpetit. Une trajectoire de la philosophie à la muséologie est une conversation qui dresse le portrait et la personnalité créative, passionnée et influente de Raymond Monpetit à partir d'éléments structurants de son parcours biographique. Elle fournit des clés contextuelles uniques pour appréhender le corpus, tout en plongeant le lecteur dans 60 ans de souvenirs et d'événements marquants comme la visite des Expos 67 et la participation au congrès du Conseil international des musées, ICOM, à Québec en 1992. L'entretien permet aussi de cerner les racines de projets de recherche structurants sur l'histoire des loisirs urbains, la sémiologie de l'exposition et l'état du réseau muséal, tout autant que les réalisations majeures de Raymond Monpetit. On pense bien sûr à la fondation de la maîtrise en muséologie et du doctorat en muséologie, médiation, patrimoine, ainsi qu'à la conception du Centre d'histoire de Montréal et du Musée d'histoire Pointe-à-Calière. Enfin, l'ouvrage se termine sur une bibliographie exhaustive de l'ensemble des écrits de Raymond Monpetit, à savoir les ouvrages, revues, chapitres, articles, rapports, catalogues d'expositions, études et scénarios qu'il a produits et publiés entre 1969 et 2021. Raymond Monpetit, théoricien du patrimoine et bâtisseur d'une muséologie inclusive. Fils de la modernité québécoise, Raymond Monpetit reçoit une éducation nourrie par les idées progressistes, le renouveau intellectuel et les passerelles franco-québécoises dont profite Montréal dans la foulée de la Révolution tranquille. Inscrit chez les Jésuites du Collège Sainte-Marie, il complète sa formation classique en fréquentant les salles de spectacle du centre-ville comme le Théâtre du Jésus, l'Orphéum et l'Ancien Gaiety, devenu le Théâtre de la Comédie canadienne, ainsi que les galeries d'art de l'ouest de la ville. Il intègre ensuite le programme de philosophie de l'Université de Montréal, avant d'être sélectionné comme boursier par le Québec et la France pour continuer sa formation universitaire à Nanterre. De 1969 à 1972, il profite de l'offre culturelle de Paris, ville de cœur pour laquelle il cultive une profonde affection. Il tire avantage des enseignements dispensés par plusieurs grands intellectuels français de l'époque, Roland Barthes, Louis Marin et Michel Dufresne. Sous la direction de ce dernier, il produit une thèse intitulée « Comment parler de la littérature sur les méthodes d'interprétation et d'analyse littéraire ». C'est donc par la porte de la philosophie et de la littérature que Raymond Monpetit aborde la théorie du patrimoine. En 1972, il rentre à Montréal, recruté par la Jeune Université du Québec à Montréal, UQAM, pour enseigner l'esthétique aux étudiants du programme d'histoire de l'art. S'il se plaît à les former à la sémiologie et à la sociologie des images et des œuvres, Raymond Monpetit entend se distinguer de ses collègues historiens de l'art par un champ de spécialisation singulier. Flairant l'absence de recherche historique sur la culture populaire, et plus particulièrement les loisirs culturels urbains, il fonde en 1975 le groupe de recherche en art populaire, GRAP, qui produit des études pionnières sur l'histoire des lieux culturels et de sociabilité à Montréal au XIXe siècle.
L'examen des sources d'époque permet à Raymond Monpetit de compiler une iconographie des parcs, des cirques, des théâtres, des bazars et des premiers musées, qui apparaissent à Montréal en 1824 avec le musée Del Vecchio, aménagé par Thomas Del Vecchio dans son auberge sur la place du marché. Ce corpus inspire sport et divertissement populaire à Montréal au XIXe siècle, la première d'une longue série d'expositions qu'il produit tout au long de sa carrière. Manier objets, images, textes et technologies modernes au service des publics, avec l'accessibilité comme mot d'ordre, passionne le commissaire et avive l'intérêt du sémiologue pour la dimension interpersonnelle du langage des expositions. L'entrée de Raymond Monpetit dans le domaine de la muséologie a donc ceci de particulier que ni les collections ni la gestion n'en sont les prémices. Ce sont les publics qui l'interpellent, et que l'on retrouve au cœur de son approche de théoricien et de praticien de la muséologie. Je me suis intéressé au public montréalais, qui se rendait dans les musées. J'ai toujours été un défenseur du tournant que finalement tous les musées ont pris, peut-être même que j'ai été un éclaireur du virage vers les publics, s'éloigner de l'élitisme, ne pas faire des expositions pour les autres commissaires, mais pour les gens ordinaires que les Américains appellent interested citizens, citoyens intéressés. Je fais partie de cette école qui pense que le citoyen nous fait honneur de venir voir notre exposition. Fervent admirateur de la muséologie américaine, Raymond Monpetit développe une expertise en matière de muséographie analogique et de visitor centers. Il s'inspire de la philosophie de ces paradis pour l'imaginaire, qui invite les visiteurs à entrer dans le décor à la manière de capsules de temps anthropologiques, dans ses missions de concepteur de musée et de commissaire d'exposition. Les succès de projets innovants comme le mandat et le scénario du Centre d'histoire de Montréal, en 1983, la scénographie et les textes de mémoire, l'exposition inaugurale du Musée de la Civilisation, en 1988, ou encore le suivi scientifique et les contenus thématiques des expositions permanentes du futur musée des Histoire Pointe-à-Calière, en 1992, lui valent une solide réputation de collaborateur incontournable des musées et des centres d'exposition au Québec. L'accessibilité et l'approche interprétative de l'histoire nourrie de références populaires, qui font la signature de Raymond Monpetit, continuent de transparaître dans ces trois établissements phares du paysage muséal québécois. Et n'oublions pas que la carrière du muséologue est riche de nombreuses collaborations avec des musées régionaux comme la Pulperie de Chicoutimi, en 1998, la Cité de l'énergie de Shawinigan, en 2002, et le Centre d'interprétation de l'eau, à Laval, en 2008. En plus de contribuer à la mise en valeur de collections variées sur l'ensemble du territoire québécois, l'expertise patrimoniale et muséologique de Raymond Monpetit et sa connaissance pointue du réseau lui valent d'être, depuis la fin des années 1980, un infatigable défenseur du perfectionnement des musées et de la professionnalisation du personnel qui y travaille. À l'université, il met ses habiletés d'administrateur et de négociateur au profit de la création d'une formation en muséologie, la maîtrise en muséologie de l'UQAM et de l'Université de Montréal, qui accueille ses premiers étudiants en 1987. Il conçoit ce programme comme interdisciplinaire et axé sur des projets concrets avec le milieu muséal. En 2005, il participe, avec Bernard Chileux et Jean Davalon, à la création du doctorat en muséologie, médiation, patrimoine. Il encourage la création de partenariats avec l'Université d'Avignon, convaincu des bénéfices de collaborations internationales pour l'essor de la muséologie locale et mondiale. Auprès du ministère et des instances municipales, Raymond Monpetit est un conseiller apprécié. En plus de prendre part à l'élaboration, entre 1987 et 2017, de nombreux rapports, tant sur l'état du réseau des musées que sur l'inventaire et l'évaluation de collections, il participe à la production de 2 études stratégiques structurantes en 2000 et 2004. En effet, les rapports Notre patrimoine, un présent du passé et énoncés d'orientation pour une politique du patrimoine vont actualiser les définitions et dispositifs de protection légale du patrimoine aux échelles provinciales et municipales. Acteur incontournable, Raymond Monpetit a participé avec acuité à la construction et au perfectionnement de la muséologie québécoise et à son adéquation aux besoins de son temps, en tant que théoricien, commissaire, concepteur, directeur fondateur du programme de muséologie,
conseiller et informateur afin que le patrimoine, qu'il soit humble, douloureux ou réjouissant, soit accessible et prospère au sein de musées pertinents. Le patrimoine pour moi, ce n'est pas tout l'historique, ce n'est même pas le meilleur de l'historique. Je crois que le patrimoine, c'est cette partie de l'historique où le présent se reconnaît et qu'il revendique comme sien. Il a quelque chose de subjectivement collectif. Raymond Montpetit, une carrière en 8 textes fondateurs. La sélection des textes posait des défis de taille, puisque comme on le constate dans la bibliographie détaillée à la fin de l'ouvrage, la production scientifique de Raymond Montpetit est à la fois riche et significative. Nous avons sélectionné pour cette anthologie les 8 textes qui nous apparaissent comme les jalons les plus signifiants dans l'œuvre de l'auteur, en les structurant autour de 5 temps clés. Cette sélection d'articles ne doit pas faire oublier que Raymond Montpetit a également écrit de nombreux rapports de recherche, dont certains restent inédits, mais que nous référençons dans la bibliographie. Le temps de la culture populaire. Pour la première partie, le temps de la culture populaire, nous avons sélectionné un texte publié en 1983 dans la revue Loisirs et Société pour rendre compte de la première phase de la carrière de l'enseignant-chercheur. Il s'agit d'une synthèse réalisée avec son groupe de recherche sur la culture populaire au XIXe siècle, GRAP. Le texte met en perspective le phénomène des panoramas itinérants et le jardin Guibault, un jardin botanique et zoologique proposant des attractions et des curiosités importées de l'étranger, principalement des États-Unis. Cet article illustre bien l'intérêt de Raymond Montpetit pour un sujet de recherche original, la culture populaire urbaine. Il y suggère d'ailleurs l'idée que ces divertissements proposent une expérience de la ville, préfigurant le concept d'expérience du visiteur dans les musées, qu'il reprendra dans la décennie 1990. Le temps des musées. La deuxième partie, intitulée « Le temps des musées », comprend 2 textes qui nous semblaient incontournables. En premier lieu, les musées générateurs d'un patrimoine pour aujourd'hui, qui avait été commandé à Montpetit par le ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre de l'élaboration de sa politique muséale Vivre autrement, la ligne du temps en 2000. Le texte, qui proposait l'une des premières synthèses sur la muséologie au Québec, a été repris en 2002 dans un ouvrage produit par le Musée de la Civilisation, sous la direction de Bernard Chileux. C'est cette version que nous publions ici. Raymond Montpetit y revient sur les legs historiques des collections muséales, et y montre comment s'est construite une mémoire patrimoniale tout en prenant soin de replacer les musées dans la société contemporaine. Il démontre notamment comment, dans le contexte de la postmodernité, les musées s'ouvrent sur la société. Cette approche lui permet de revisiter les fonctions traditionnelles des musées, en tenant compte de la mondialisation. En second lieu, dans le texte, Musées et muséologie. Un champ de recherche dynamique en émergence, Raymond Montpetit fait l'exercice d'une autre synthèse majeure, réalisée pour le traité de la culture, un ouvrage collectif dirigé par Denise Lemieux et proposant une synthèse de l'état de la culture en 55 chapitres. Il s'agit de l'un des premiers textes confirmant la muséologie comme champ disciplinaire. Raymond Montpetit y passe en revue les études les plus récentes sur l'histoire des collections et des musées, en identifiant les chercheurs et les équipes de recherche qui tentent de structurer le champ de la muséologie, qui est alors selon lui en pleine mutation. Cette synthèse repose sur les travaux qu'il mène depuis la création de la maîtrise en muséologie, en 1987. Le temps de l'interprétation. Le thème de l'interprétation traverse l'œuvre de Raymond Montpetit. Il y revient dans la grande majorité de ses textes, pour expliquer ce qui caractérise le développement de la muséologie en Amérique du Nord. Dans les 2 textes sélectionnés, il fait bien sûr référence à l'ouvrage de Freeman Tilden, Interpreting Our Heritage 1957, et à l'article de Duncan F. Cameron, The Museum, A Templars the Forum, 1971. C'est dans le cadre de l'un des colloques thématiques organisés par le Musée de la Civilisation, un établissement qui s'inscrit dès son ouverture, en 1988, dans le courant de la nouvelle muséologie, que Raymond Montpetit signe « Les musées et les savoirs ». Partager des connaissances, s'adresser au désir. Il se joint à l'équipe de chercheurs réunie par Michel Côté et Annette Viel autour du thème « Musée, lieu de partage des savoirs ». En résulte une réflexion publiée en 1995 et posant les questions suivantes.
De quelle manière les musées interagissent-ils avec les savoirs de leur époque, avec leur production et leur diffusion? Quels sont leurs objectifs concernant les savoirs? Quels savoirs sont sollicités dans l'enceinte des musées? Quels savoirs sont transmis aux visiteurs? Son texte examine d'abord les différentes logiques de savoir qui traversent l'histoire des musées. Logique de la recherche-diffusion, de l'ostentation, les individus, de la domination, les États, de l'appropriation, la culture-mémoire. Puis il propose un regard neuf sur les publics et la diversité des visiteurs. Il insiste sur le nécessaire ancrage du musée dans sa collectivité, d'où l'intérêt qu'il accorde à la réception des publics. Il y souligne l'importance des volets exposition et diffusion pour rejoindre des publics hétéroclites et pour que chaque visiteur puisse découvrir les choses qu'il voit, ce qu'il savait l'intéresser, ce qu'il voulait connaître, ce qu'il désirait trouver, ce à quoi il ne s'attendait pas et peut-être quelquefois plus qu'il n'espérait. Dans l'article intitulé « Les musées à l'âge médiatique, tout exposé pour tous », Raymond Monpetit exprime cette fois sa vision du musée. Le texte est publié dans le numéro spécial consacré au musée, que dirige Roland Harpin, de la revue Force à l'occasion de la 16e conférence générale du Conseil international des musées, ICOM, à Québec, en 1992. Il faut signaler ici l'effort de synthèse de l'auteur, qui revisite en quelques pages la trajectoire historique de ces établissements sous de grands thèmes allant des musées de chefs-d'œuvre de l'art au musée des sciences consacré à la démonstration de la découverte et au musée d'histoire voué à la gloire des nations. Raymond Monpetit réitère l'idée que le musée diffuse le savoir par le spectacle. Ainsi, le musée contemporain conçoit des expositions qui s'adressent à tous et qui, comme au théâtre, interpellent les émotions du visiteur. Si cette conception s'est véritablement imposée, dans la décennie 1990, il existe une réelle résistance à cette approche lorsque le texte est publié en 1992. Raymond Monpetit y rappelle avec raison que le musée se distingue d'autres pratiques culturelles en offrant une expérience unique, dans la mesure où il permet de vivre le spectacle du monde en direct. Le temps de l'exposition. L'exposition demeure un thème central dans l'œuvre de Raymond Monpetit. Dans le récit qu'il livre sur les étapes marquantes de sa carrière, on saisit bien qu'il conçoit l'exposition comme le médium privilégié de diffusion de la recherche, qui permet une symbiose entre la recherche et la création. Pendant une vingtaine d'années, il a d'ailleurs animé avec Bernard Chileux le séminaire de maîtrise en muséologie sur l'exposition. S'il participe à la création de plusieurs expositions majeures, Monpetit a également publié des textes de réflexion sur l'exposition. Le premier que nous avons sélectionné est Une logique d'exposition populaire, les images de la muséographie analogique, publié en 1996 dans la revue Public et Musée. Il y pose un regard neuf sur les dispositifs de représentation comme le diorama, le panorama, le period room, l'habitat group ou l'habitat diorama et le streetscape, ainsi que sur l'écosystème associé au musée de sciences naturelles, en réfléchissant aux procédés muséographiques à la manière d'illustration, d'où l'expression muséographie analogique. Comme le souligne l'auteur, le concept d'immersion traverse ces approches muséographiques. Une fois de plus, Raymond Monpetit démontre que ces techniques muséographiques contribuent à définir le musée comme un véritable théâtre d'objets. On trouve d'ailleurs dans cet article une typologie de référence qui permet de mieux saisir le rôle de l'exposition dans l'histoire des musées. Le second article de cette partie a été publié en 2005 par Culture et Musée dans un numéro thématique intitulé Du musée au parc d'attractions. Ambivalence des formes de l'exposition et dirigé par Serge Chaumier. Dans Exposition, Parc, Site, des lieux d'expérience patrimoniale, Raymond Monpetit approfondit le thème de l'expérience patrimoniale qui lui est cher. Il l'associe à la quête de la nouvelle économie, en faisant référence aux travaux de chercheurs américains sur l'entertainment economy ou l'experience economy. Il s'agit d'un article incontournable, à une époque où nombreux sont les professionnels de musées qui manifestent une résistance à cette tendance. L'intérêt de cet article repose également sur le portrait du réseau des musées nord-américains, dressé par l'auteur. On y retrouve un nombre important de musées de sites, de musées de plein air et de parcs à thème. Cela lui permet de rappeler que les musées sont d'abord destinés à leur public. Il ne faut pas non plus négliger le fait que cet article démontre que ces musées témoignent de la nouvelle économie de l'expérience.
À cet égard, mon petit démontre que la visite d'une exposition au musée ou d'un site historique est comparable à une soirée au théâtre ou au concert. Elle invite à quitter son monde familier et la réalité quotidienne, pour entrer dans un milieu autre et découvrir un univers matériel et imaginaire captivant qui nous projette un temps, dans un ailleurs capable par sa différence même, de dépayser et de stimuler chez chacun des pensées et des émotions. Le temps de la prospective. Si la carrière de Raymond Monpetit l'a conduit à redécouvrir les fondements de la culture populaire et la naissance des musées en Amérique du Nord, le regard critique qu'il posait sur les transformations du musée sur la ligne du temps l'orientait tout naturellement vers la prospective. Sans jamais perdre de vue la perspective historique, il a identifié les grandes mutations qui ont transformé les établissements muséaux dès l'aube de la Révolution tranquille qui traverse le Québec à compter de 1960. Dans La scène muséologique au Québec, Rattrapage et innovation, qu'il publie en 2015, Raymond Monpetit démontre comment les musées, jadis centrés sur l'étude de leur collection, se sont transformés en médias de masse ouverts sur leur communauté en acceptant un large mandat d'animateur. Ce texte constitue à la fois une nouvelle synthèse de l'histoire contemporaine des musées et une analyse des tendances qui ont contribué à transformer le réseau muséal nord-américain. Raymond Monpetit, une trajectoire de la philosophie à la muséologie. Entretien réalisé par François Mérès et Yves Bergeron. François Mérès, pourriez-vous évoquer le contexte qui vous a amené à vous intéresser au musée ? Vous pouvez évoquer vos origines, votre formation. Raymond Monpetit, comme vous vous en doutez, je fais partie d'une génération qui n'a pas été formée en muséologie, puisque je suis de ceux qui ont défini et implanté cette formation à l'université. Dans mon enfance, qui remonte aux années 1950, j'étais un jeune curieux qui s'intéressait au monde des livres et de l'imagination, mais les musées étaient alors très peu présents à Montréal. Il y en avait quelques-uns bien sûr, certains même depuis un bon moment, mais la présence sociétale des musées n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Leur programmation ne s'annonçait pas dans les pages des journaux. D'ailleurs, ce n'était pas requis, puisque les expositions temporaires ne tenaient pas la place qu'elles occupent maintenant. Plusieurs musées n'offraient que des salles montrant leurs collections permanentes. Nos écoles organisaient des sorties comme on en fait toujours. Où allions-nous ? Au musée de l'Oratoire Saint-Joseph, sur le Mont-Royal. C'est un lieu de pèlerinage où l'on retrouve un petit musée présentant des scènes de l'Évangile. Il s'agissait de dioramas avec des personnages grandeur nature, Jésus, Marie, Joseph, à la manière d'un musée de cire. Avec mes amis d'école de 8 ou 9 ans, j'étais très impressionné. Ce musée et certains de ces dioramas existent encore aujourd'hui. Juste en face de l'Oratoire Saint-Joseph se trouvait un autre musée similaire, le Musée d'histoire canadienne. Il n'existe plus, mais après sa fermeture, plusieurs des personnages de cire qu'il exposait et qui avaient été produits à Paris chez Grévin, sont entrés dans les collections du Musée de la Civilisation, à Québec. Là, on retrouvait un mélange de scènes de l'histoire du Canada et d'histoire sainte. Imaginez-vous voir Jeanne Mance soignant des colons français qui avaient été scalpés par les Iroquois dans une pièce, et dans la suivante, des chrétiens livrés aux lions dans les catacombes. Des scènes qui ne s'oublient pas. J'ai aussi visité un ou deux petits musées tenus par des religieuses, en les fréquentant avec mes parents ou mon école. Par exemple, le musée Marguerite Bourgeois, voisin de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours dans le Vieux-Montréal. La chapelle, voulue par Marguerite Bourgeois, est aujourd'hui un monument historique classé. Il y avait là un musée, dont je n'ai jamais oublié l'une des scénographies. Les sœurs avaient fabriqué une série de scènes de la vie de leur fondatrice à l'aide de petits personnages réalistes réunis sous forme de mini-dioramas. Imaginez-vous de petites cases qui faisaient à peu près 1 mètre de large par 30 cm de haut, avec de petits personnages représentant une 50aine de scènes de la vie de Marguerite Bourgeois. On y voyait sa vie à Troyes, en France, sa traversée en bateau pour venir en Nouvelle-France, son arrivée à Montréal, la construction de la première école et de la chapelle, etc. Ce dispositif, genre de bande dessinée en 3 dimensions, existe toujours. Le hasard fera que dans les années 2000, je serai président du conseil d'administration de ce musée. Il y a un dernier musée que j'ai visité, mais pas avec mon école.
Nous y allions en famille le samedi, le Palais des Nains. C'était une maison aménagée à la hauteur de ce qu'on désigne aujourd'hui comme des personnes de petite taille. On entrait donc dans une maison où tout était à notre échelle d'enfant. Le mobilier, les objets et les salles. Le musée était une entreprise commerciale. Nous visitions des period rooms comme dans une maison de poupées. Les adultes, s'ils nous accompagnaient, devaient partout se pencher parce que les salles étaient trop basses pour eux. Voilà mes souvenirs des musées de ma petite enfance. C'est par eux peut-être que la passion des musées m'est venue. Cela confirme mon intérêt pour les musées spectaculaires, les period rooms, les expositions multimédia et même Disneyland. Je crois que les musées doivent prendre tous les moyens nécessaires pour communiquer avec les publics. Ces exemples montrent l'origine, dans mon enfance, de ma future vie de chercheur en muséologie. Plus tard, à 17 ou 18 ans, ça devient différent, car je peux alors choisir mes sorties culturelles. J'arrive au Collège Sainte-Marie en 1962, pour les 4 dernières années de mon cours classique de 8 ans. C'était une éducation humaniste qui reposait sur la lecture des grands textes des humanités classiques. Nous lisions Platon et Cicéron dans le texte, apprenant durant 6 ans le latin et 4 ans le grec. Une rencontre déterminante. Dès ma première année au Collège Sainte-Marie, mon titulaire est un jeune professeur, Guy Robert, qui avait à peine une dizaine d'années de plus que nous. Il était aussi critique d'art et publiait des articles dans les journaux. Même si ce n'était pas au programme de ses cours de littérature, il nous parlait des peintres contemporains Bordua, Pellan, Riopelle, et nous faisait découvrir les poètes des années 1960, ceux du Québec de la Révolution tranquille. La poésie et la chanson étaient en ébullition. Ce professeur nous a donc introduits à la modernité. Il nous a plongés dans la culture bouillonnante du Québec, nous donnant une ouverture sur l'art contemporain et la poésie récente. Et voilà que l'année suivante, en 1964, il quitte le collège pour devenir le premier directeur du nouveau musée d'art contemporain de Montréal, alors logé au château Dufresne, un genre d'hôtel particulier construit au début du XXe siècle devenu aujourd'hui un musée d'histoire. Je visite donc le château Dufresne, qui n'était pas le lieu idéal pour exposer de l'art contemporain. J'y vois des œuvres d'Armand Vaillancourt, d'Alfred Pellan et de Robert Roussil, des artistes que j'avais découverts depuis peu en allant avec des amis du collège dans les galeries d'art montréalaises. C'est un choc, pour moi qui suis plutôt un littéraire étudiant les humanités. Oui, ce sont bien Cicéron, Platon, Virgile, Baudelaire ou Rimbaud, mais voilà qu'il y a une culture autour de moi, une culture contemporaine québécoise, et dans ces années c'est quelque chose de vraiment porteur. Et le collège étant situé rue de Bleury, en plein centre-ville et dans ce qui est maintenant nommé le quartier des spectacles, je suis au cœur des activités culturelles, entouré de salles de théâtre, de cinéma d'art et d'essai, ainsi que de librairies. Un véritable bain de culture dans une ville en effervescence. En octobre 1963, le ministre français André Malraux vient à Montréal inaugurer 2 expositions. Au Palais du Commerce se tient-elle exposition française sur les innovations du génie français et les avancées scientifiques et technologiques. Le futur Concorde et le sous-marin atomique ne sont pas mes centres d'intérêt principaux, mais j'y suis allé. Malraux inaugure aussi au Musée des Beaux-Arts de Montréal, peinture française contemporaine, qui retient davantage mon attention. Ces actions s'inscrivent dans le début des relations France-Québec. La délégation du Québec à Paris avait été inaugurée en 1961. Quelques années plus tard, j'obtiendrai une bourse de thèse grâce à ces nouveaux liens de collaboration internationale. Je commence à être un visiteur plus assidu des musées. Je me souviens d'être allé voir 2 expositions blockbuster, en 1964, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, Picasso et les trésors de Toutankhamon. Bref, je n'échappais pas à certaines expositions qui commençaient à être publicisées. 4 ans après, ce sera l'Expo 67. À l'été 1967, j'ai 21 ans, et mes champs d'intérêt se dessinent plus précisément. Mes aspirations vont vers la culture littéraire et artistique, et j'ai l'intention de poursuivre à l'université en lettres ou en philosophie. Finalement, ce sera en histoire de l'art et en philosophie. L'exposition Terre des Hommes, 1967. Pour un jeune adulte, l'Expo 67, Terre des Hommes, a constitué un moment absolument formidable.
D'abord, on y découvre des mises en scène, du design, des éclairages et des sensations de toutes parts. Dans les pavillons nationaux s'offrent l'art, la culture, la littérature et la vie quotidienne des pays du monde entier. Je n'avais jamais vu d'exposition de ce genre, rien ne ressemblait à ça. Il y avait d'abord un mélange de médias. Tout était utilisé pour communiquer. D'immenses photographies, des narrations, des reconstitutions d'intérieur, de l'audiovisuel, des objets anciens authentiques, des œuvres d'art. Je me souviens en particulier des cliquetis, des carousels, des nombreux projecteurs à diapositives qu'on entendait dans la plupart des pavillons, car la projection de diapositives était à la fine pointe de la technologie. Il y avait des murs entiers où l'on projetait des diapositives. On appelait déjà cela un multimédia, parce qu'une soixantaine de projecteurs projetaient 60 images distinctes ou formaient une seule grande image. Plus tard, cela se fera avec des écrans de téléviseur en les assemblant. L'Expo 67 est vraiment un moment déterminant pour moi. J'ai en mémoire certains des pavillons. Le pavillon de la France m'a donné beaucoup d'émotions parce qu'il comptait une section sur les grands écrivains, avec de l'audiovisuel fourni par l'Office de radiodiffusion télévision française, ORTF. On pouvait entendre parler Sartre, Mauriac, Monterland et d'autres. Je me souviens de Mauriac. Cette voix n'est pas la voix que Dieu m'avait donnée. J'ai vu en vitrine un exemplaire des Ideen de Husserl, l'ouvrage en allemand qui avait été traduit dans ses marges par le philosophe Paul Ricoeur, alors qu'il était prisonnier avec Michael Dufresne dans un camp de détention allemand. Ricoeur et Dufresne, qui deviendra mon maître de thèse quelques années plus tard, avaient décidé de créer un petit cercle de philosophie et de littérature pour continuer à penser et à échanger des idées durant ces années de captivité. J'avais terminé ma première année universitaire, inscrit à la fois en histoire de l'art et en philosophie à l'été 1967, et voilà que j'allais sous peu recevoir les enseignements de professeurs français, de philosophie qui étaient déjà inclus dans l'histoire culturelle de leur pays et dont les œuvres étaient exposées au pavillon de la France de Terre des Hommes. Tous ces mots qui m'attendaient. Je pense qu'au sortir de l'Expo 67, je suis déjà sensibilisé à la muséologie, sans savoir que c'est de la muséologie. Je ne connais pas le mot pour désigner cette expérience. Était-ce de la muséologie, de la muséographie? Tous ces mots qui m'attendaient, je ne les connaîtrai que plus tard, mais je prends conscience que j'ai une passion pour ces environnements, pour ces espaces bien particuliers qui donnent à voir, à s'émouvoir et à penser. Et ça, c'est resté important. Quand je parle de muséologie avec des collègues, j'en vois beaucoup qui sont venus à cette discipline par les collections. Ils ont développé une passion pour un type d'objet, les manuscrits anciens ou les masques africains, les meubles québécois ou les œuvres d'art. Ils sont venus à la muséologie et au musée, par le chemin des collections. Moi, j'y suis venu par l'espace public, par l'espace tridimensionnel d'exposition et sa scénographie, par cette muséographie souvent magique. C'était pour moi comme aller au théâtre, quand les spectateurs assis regardent la scène, où la magie opère. À l'exposition universelle de 1967, la magie du spectacle nous entoure de toutes parts, et j'en conserve une forte impression, bien que je ne sache pas encore que je travaillerai en muséologie, à la fois comme théoricien et comme concepteur commissaire d'exposition. Paris et philosophie pour Horizon. En 1969, je pars à Paris faire un doctorat en esthétique avec Michael Dufresne, c'est ma formation fondamentale. Je viendrai à la muséologie à partir de cette base en philosophie et en esthétique, en philosophie du langage en particulier. À ce moment-là, je lisais un livre de Paul Ricoeur intitulé De l'interprétation, essai sur Freud, mon exemplaire est doté d'une dédicace de l'auteur, sans savoir que la notion d'interprétation définissait aussi un courant muséologique important aux États-Unis. L'interprétation devient pour moi une notion philosophique centrale, et je découvre alors le grand courant de la pensée herméneutique. Le mot-clé, interprétation. Quelques années plus tard, au début des années 1980, je m'intéresserai à ce que l'on nomme les centres d'interprétation et à l'essai Interpreting or Heritage, de Freeman Tilden. Même si on a aujourd'hui tendance à parler plutôt de médiation, le concept d'interprétation reste pour moi le mot-clé. Je suis resté marqué par l'interprétation et par l'herméneutique dans son sens philosophique le plus large, c'est-à-dire une méthode qui cherche à comprendre et à faire parler les textes anciens, les monuments,
les témoins de civilisations anciennes, les symboles, les œuvres culturelles et les phénomènes naturels. Bien sûr, le geste interprétatif est sans cesse à reprendre, parce qu'il dépend de la relation entre le passé et notre présent. Roland Barthes soutenait qu'une œuvre est éternelle non pas parce qu'elle impose un sens unique à des hommes différents, mais parce qu'elle suggère des sens différents à un homme unique, qui parle toujours la même langue symbolique à travers des temps multiples. Alors, voilà un peu comment mon approche s'est constituée. Je ne suis pas encore en muséologie, mais j'y arriverai avec un bagage qui est celui-là. En 1972, je me retrouverai professeur dans un département d'histoire de l'art, tout en étant une personne plus proche des sciences humaines en général et de l'esthétique philosophique que de l'histoire de l'art, au sens de la discipline qui prévalait par exemple à l'Institut d'art et d'archéologie de Paris. Mairesse, est-ce que vous pouvez évoquer le contexte des musées de Paris? Je suppose que vous en visitez beaucoup, et la comparaison que vous pouviez en faire par rapport à la situation des musées au Québec? Les musées, Paris-Montréal. Mon petit, j'ai vécu à Paris d'août 1969 à juillet 1972, à un moment où plusieurs avaient l'impression que la pensée la plus intéressante sur l'art n'émanait pas des départements d'histoire de l'art et d'archéologie, mais bien des gens qui travaillaient en sciences humaines, en sémiologie et en esthétique, comme Bernard Tessèdre, Pierre-Franck Castel, Pierre Bourdieu, Louis Marin et d'autres. En fait, j'ai appartenu rapidement à cette mouvance que j'ai trouvée à Nanterre et à Vincennes. Je suis symptomatique d'une génération d'historiens d'art du Québec qui sont allés vers les sciences humaines, et non du côté de l'histoire de l'art traditionnelle bien ancrée dans la méthode historique. Plusieurs de mes collègues, entrés à l'UQAM dans les mêmes années que moi, étaient aussi de cette mouvance, celle de la psychologie de l'art, la psychanalyse de l'art, la sociologie de l'art et la sémiologie de l'art. Quand j'arrive à Paris, je suis évidemment soufflé par la richesse du patrimoine. Je prends une incroyable leçon d'historicité. Je suis assez d'accord avec l'idée, c'est peut-être superficiel mais ce n'est néanmoins pas faux que l'Europe, c'est l'histoire, et l'Amérique, l'espace. L'Europe, c'est le temps, c'est l'ancrage dans la longue durée, alors qu'en Amérique il n'y a pas cette longue durée de l'occupation européenne, mais il y a bien le vaste territoire. Pour ce qui est des musées, je me suis mis à fréquenter le Louvre auquel, comme boursier étranger, j'accédais gratuitement à volonté tant pour ses salles de peinture que pour celles des grandes civilisations anciennes. Voir les œuvres étudiées en histoire de l'art procure une émotion bien réelle. Les diapositives se déploient pour ainsi dire dans l'espace réel. Je me rendais aussi au musée de Cluny et à Carnavalet. J'ai beaucoup visité les monuments historiques de la capitale. De la Sainte-Chapelle à Versailles, de Fontainebleau à la vallée de la Loire, j'étais impressionné par la richesse du patrimoine et par tout ce qui restait de cette histoire millénaire. J'allais partout à la rencontre de la matérialité des siècles passés. Mais ce patrimoine ne m'apparaissait pas toujours présenté dans les meilleurs contextes de communication et de médiation. Sans faire d'anachronisme, qu'est-ce que je retenais des musées? Les artefacts et les œuvres plus que la mise en exposition. La visite des musées de Paris n'avait que peu de similitudes avec ce que j'avais vécu à Expo 67. L'expérience était aussi différente de ce que j'avais découvert en visitant des sites historiques avec mes parents, aux États-Unis. J'avais vu des sites en Nouvelle-Angleterre dont par exemple, le fort Ticonderoga, construit par les Français et repris ensuite par les Anglais pendant la guerre de 7 ans. Il me semblait qu'on était accueillis avec l'intention de nous transmettre les contenus en nous racontant une histoire, alors que dans les châteaux visités dans la vallée de la Loire, un gardien nous débitait son discours d'une voix assez monotone et autoritaire. Ne touchez pas. Ça appartient à la famille. Peu ou pas de discours pédagogique ou interprétatif. Jamais non plus de film introductif comme en présentaient les sites américains. Cependant, j'étais ébloui par la richesse patrimoniale. Comme j'étais en France pour 3 ans, j'ai fait de grandes tournées pendant les mois d'été. D'abord le nord de l'Italie, Florence, Venise, Rome, puis Vienne, Amsterdam, Bruxelles, Londres. J'y découvrais un patrimoine majeur devenu aujourd'hui mondial, qui nous subjugue et agit comme une attraction mémorable. Mais ce sont des constats dont j'ai probablement pris conscience plus tard. Je m'imprégnais de la richesse du patrimoine européen. Les gardiens manquaient souvent de sens pédagogique et de sens de l'accueil, mais je complétais par l'achat de guides et de livres.
Interpréter et formaliser. Mairesse, vous avez donc soutenu votre thèse à Paris. Pourriez-vous évoquer le projet de la thèse? Mon petit, j'avais lu une phrase de Foucault qui disait « Interpréter et formaliser sont devenues les deux grandes formes d'analyse de notre âge. À vrai dire, nous n'en connaissons pas d'autres. » L'interprétation s'inscrit dans le courant herméneutique qui traverse les sciences humaines. Et formaliser, c'est la méthode de ceux qui essayaient d'établir des modélisations qui conduisent par exemple à une science de la littérature nommée littéralité. Roman Jakobson cherchait une telle science de la textualité. Ma thèse analyse comment les méthodes de la critique littéraire relèvent fondamentalement du travail d'interprétation ou de formalisation, selon l'énoncé de Foucault. J'ai donc étudié un certain nombre d'analystes français de la littérature, Georges Poulet, Jean Ricardou, Roland Barthes, Jean-Pierre Richard, Svetan Todorov et d'autres, en les reliant au courant des herméneutes ou des formalistes. C'est pour cela que ma thèse s'intitule « Comment parler de la littérature ?» Non pas qu'est-ce que la littérature, mais comment on parle de la littérature. Je l'ai publié à Montréal, et l'ouvrage a été un mini best-seller au Québec, puisque pendant un bon nombre d'années, elle a en quelque sorte servi de manuel d'introduction aux méthodologies des études littéraires. Le livre s'est vendu à 3000 exemplaires. Pour une thèse de doctorat, mon éditeur était très content des ventes. Je conserve un excellent souvenir de ces années exceptionnelles en France. J'ai eu accès à de grands professeurs, des vedettes qui attiraient les étudiants étrangers. Au séminaire de Dufresne, à Nanterre, il y avait parmi les 15 doctorants, en plus des Français, 2 Japonais, un Américain, 3 Québécois, un Polonais, etc. Par son intermédiaire, j'ai pu rencontrer les Louis Marin, Jean-François Lyotard, Anne Coquelin, Dominique Noguez, Marc Lebeau et d'autres penseurs de premier plan. J'ai eu Roland Barthes sur le jury constitué par mon directeur Dufresne. Le jury m'a attribué la mention « excellente » et a recommandé la publication. Fait cocasse, mon directeur était revenu dans la salle pour me demander « Raymond, alors tu veux un doctorat en littérature, en philosophie ou en esthétique ?» La thèse pouvait être reçue dans l'une ou l'autre de ces disciplines. Il y avait moins de contraintes et de formalités qu'aujourd'hui. Alors j'avais répondu en esthétique, par attachement à cette notion et probablement parce que cela me semblait aussi plus flexible. Ce fut le bon choix puisque peu après, j'ai obtenu un poste en histoire de l'art. On n'ose pas dire ça aux jeunes doctorants d'aujourd'hui, mais l'université avait envoyé quelqu'un à Paris pour me rencontrer en entrevue. Après 2 rencontres, il m'avait dit « Je suis disposé à vous offrir un poste de professeur en histoire de l'art à l'UQAM. C'est quand même un rêve de me faire interviewer devant la fontaine de la place Victor Hugo, par quelqu'un que je ne connais pas et qui m'offre un poste. Mairesse, vous rentrez donc à Montréal en 1972 ? Mon petit, oui, comme professeur dans une université née au moment où je suis parti à Paris. Pendant plusieurs années, je donne des cours d'initiation à la sémiologie de l'image et d'histoire de l'illustration dans lesquels j'analyse des affiches Art Nouveau et Art déco en utilisant la célèbre analyse de Barthes de l'annonce des pâtes Panzani, avec les connotations puis les dénotations présentes dans toute cette rhétorique de l'image. Je deviens dès l'année suivante directeur du baccalauréat en histoire de l'art. C'est ma période pré-muséologie, qui s'est étendue jusqu'en 1979, ma première année sabbatique, qui prépare la suite. Muséologie et patrimoine. J'en arrive aux activités muséologiques. Le domaine du patrimoine a existé dès l'ouverture de l'UQAM en 1969. Avant ma venue, Pierre Méran avait commencé en enseignant l'histoire de l'architecture en Nouvelle-France, puisqu'il avait travaillé à la reconstitution du site historique national de Louisbourg en Nouvelle-Écosse. On parlait alors beaucoup de patrimoine national. Les étudiants avaient le choix, dans notre programme de baccalauréat, entre se spécialiser en art contemporain ou en patrimoine national. Le patrimoine national, qui comprenait surtout les objets de la vie quotidienne et les monuments de l'architecture domestique, religieuse et civile, constituait un secteur bien établi dans le programme de l'UQAM, qui avait tendance à valoriser des formations comportant des interventions concrètes sur le terrain. Quand les étudiants étaient inscrits dans le volet art contemporain, on les encourageait à produire des expositions, à aider un artiste à constituer un catalogue, à monter un dossier.
En patrimoine aussi, on trouvait des occasions de diffuser des connaissances par la réalisation d'expositions. C'est ainsi que je me suis engagé avec des étudiants et un collègue, le professeur Luc d'Iberville-Moreau, dans l'organisation d'une exposition de meubles anciens québécois, la salle commune de l'habitant au XVIIIe siècle, présentée dans une galerie d'art La Sauvegarde, située dans le Vieux-Montréal. L'exposition ouvre en février 1974 et montre des meubles empruntés aux collections de l'ethnologue Robert-Lionel Séguin. J'y ajoute la projection d'un diaporama conçu pour illustrer des scènes de la vie et montrer d'autres objets anciens, le tout accompagné de musique traditionnelle pour créer l'ambiance. Ce sera ma première conception d'exposition, avec déjà un recours à des moyens technologiques d'interprétation pour dynamiser l'espace. Patrimoine et nationalisme. À l'époque, le nationalisme québécois était souvent centré sur le monde rural et ses traditions. La symbolique identitaire s'ancrait dans la ruralité. On parlait des travaux dans les champs, du terroir, des épluchettes de blé d'Inde, maïs, du temps des sucres. Félix Leclerc nous chantait « Un billot, un radeau, un canot », et Gilles Vigneault nous emmenait à Natashquan, loin sur la côte nord. Moi, j'espérais une poésie plus urbaine. Je me retrouvais dans l'œuvre de Gaston Miron et dans d'autres poèmes qui avaient la ville pour cadre. Si dans les campagnes, on jouait du violon et on dansait des rigodons, je voulais savoir comment les Montréalais socialisaient et s'amusaient en ville. Dans quel lieu se rendent-ils ? J'ai donc fondé un groupe de recherche en art populaire, le GRAP. Aujourd'hui, je n'emploierai pas l'expression art populaire, qui porte trop à confusion avec l'art naïf. Mon objet était bien le champ des lieux et des formes des loisirs urbains. J'ai ouvert un nouveau chantier de recherche sur les foires, les carnavals, les théâtres, les cirques, les salles de réception et de concert, les panoramas itinérants, les jardins et les places publiques, et tout un monde de curiosités et d'attractions. J'ai publié sur le sujet, et c'est dans ce contexte que j'ai pris connaissance des premiers musées montréalais. J'ai été l'un des premiers à parler du musée Del Vecchio par exemple, qui avait ouvert ses portes en 1824 dans une auberge de Montréal, et qui était une entreprise commerciale. Je commençais aussi à m'intéresser à ce qui se passait aux États-Unis à la même époque, car les cirques qui venaient à Montréal provenaient du Sud, comme plusieurs productions théâtrales. Dès l'arrivée du chemin de fer, Montréal avait été intégré dans le réseau des divertissements populaires américains, et cette influence allait rester forte. C'est parmi de tels amusements que j'ai découvert les premiers musées. Au départ, j'ai eu tendance à les exclure de mon corpus de recherche parce que je les voyais comme une activité trop élitiste. Mais j'ai rapidement compris que certains musées relevaient bien de la culture populaire de leur temps. Né à Montréal, je suis fondamentalement un urbain. Après mon séjour parisien, entreprendre un chantier de recherche sur la culture populaire à Montréal est pour moi une façon de me réapproprier ma ville natale et de compléter mon retour d'Europe. Découverte de l'exposition comme médiation de la recherche. L'étude des loisirs m'a aussi conduit d'une autre façon à la muséologie. Pour diffuser mes recherches, j'ai voulu réaliser des expositions sur ces thématiques d'histoire parce que j'avais accumulé des fonds iconographiques peu connus illustrant ces aspects de la vie montréalaise. Dans le cadre des Jeux Olympiques, en 1976, je découvre le programme culturel du Comité des Jeux Olympiques, COJO, qui cherche des projets. Je soumets un projet qui est retenu. Je dois réaliser une exposition que j'intitule « Sport et divertissement populaire à Montréal au XIXe siècle ». Elle est essentiellement constituée de reproductions de gravures, est réalisée avec un petit budget d'environ 7 000 $ et est présentée tout l'été à la Bibliothèque nationale Saint-Sulpice, rue Saint-Denis. Et là, j'ai la piqûre. Comme sémiologue, la mise en exposition constitue un geste complexe et intéressant. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On mélange des images, des textes, des objets que l'on dispose isolément ou par regroupement, on met un titre, un thème unificateur, on éclaire le tout, on prévoit un parcours en déterminant ce que l'on veut que le visiteur puisse voir en premier. Mon exposition montrait essentiellement des iconographies, mais cette expérience m'influencera. Plutôt que de publier uniquement des livres et des articles spécialisés, mon groupe de recherche considère l'exposition comme un bon médium pour diffuser plus largement nos recherches. J'ai donc commencé à produire des expositions,
par exemple sur l'histoire des anciens théâtres à Montréal, sur le carnaval, sur les places publiques montréalaises. Certaines sont devenues itinérantes. Et je commence à porter attention au geste même d'exposer, comme moyen de s'adresser aux visiteurs. Dans mon groupe de recherche, j'engage un jeune historien, Pierre Brouillard, qui l'année suivante, devient le conservateur du musée du Château Ramsay, le premier musée d'histoire de Montréal avec une importante collection d'ethnohistoire. Au même moment, en 1979, le gouvernement du Québec signe une entente de développement culturel avec Montréal. Dans le cadre de celle-ci, l'on procède à la restauration d'une vieille caserne de pompiers construite au début du XXe siècle. Le conservateur du château Ramsay m'appelle pour me dire « J'ai reçu un appel de l'hôtel de ville. Il y a une caserne de pompiers qui est disponible. On me demande si le musée serait intéressé au projet de transformer cette caserne en musée de Montréal. Veux-tu collaborer à ce projet, avec ta documentation sur Montréal ?» Il entre en contact avec moi parce que je commence à être reconnu dans le monde des historiens pour ma connaissance de l'iconographie de Montréal et de la scène culturelle, un domaine que les historiens négligeaient. Ils publiaient presque tous des livres d'histoire sans aucune iconographie. Sans être historien, je suis un peu devenu un historien de la culture. À Paris, j'avais aussi obtenu une maîtrise en lettres modernes pendant que j'étais inscrit au doctorat en esthétique. Aussi, comprendre les liens entre la littérature, les arts visuels et la société m'a toujours préoccupé. Ma formation en philosophie et en littérature m'a incité à élargir la perspective vers l'histoire culturelle. La proposition de Pierre Brouillard est donc une occasion des plus stimulantes. J'y vois la possibilité de concevoir un nouvel établissement et son exposition permanente, qui seront à aménager dans cette vieille caserne de pompiers. J'accepte le mandat, et me mets à visiter des sites historiques et des centres d'interprétation américains. C'est à ce moment que je lis Freeman Tilden sur l'interprétation. Cela m'inspire pour notre centre. Je pense que le maire Jean Drapeau espérait un genre de panthéon à la gloire des maires de Montréal. Notre petite équipe de 3 concepteurs opte plutôt pour une approche qui met en valeur l'histoire des gens ordinaires et du cadre de vie urbain. Qu'est-ce que c'était que d'habiter Montréal ? Dans quel genre de maison les Montréalais vivaient-ils ? Nous faisons les recherches, déterminons les thèmes, écrivons les textes, choisissons les artefacts et les scénographies, puis travaillons avec les designers pour la réalisation des dispositifs et des technologies. À l'automne 1983, nous livrons un centre d'interprétation qui prend le nom de Centre d'histoire de Montréal. Le concept est inspiré par les Visitor Centers ou Interpretation Centers que les Américains développaient depuis les premières décennies du XXe siècle. Voilà comment je suis devenu concepteur muséologue. En réalisant des expositions sur l'histoire des loisirs urbains, puis sur l'histoire de Montréal dans la perspective américaine de l'interprétation, où l'exposition prépare les visiteurs à mieux comprendre et apprécier les richesses patrimoniales tant culturelles que naturelles d'un site donné, dans notre cas, la ville elle-même. Prenant appui sur ma formation en sémiologie, je m'intéresse aussi à ce médium bien particulier qu'est l'exposition. Je veux analyser son fonctionnement comme lieu de production de signification à communiquer à des visiteurs. Le succès du Centre d'histoire de Montréal suscitera 2 choses. D'abord, je deviens persuadé qu'il est temps d'enseigner la muséologie à l'université. Je vois bien que mes collègues d'histoire de l'art travaillent avec des musées d'art. Mais il y a un besoin quant à une... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.